envie de vous emmener en voyage. Dans les profondeurs de votre puissance, car être sur Terre aujourd'hui est un cadeau. C'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité, pour connecter à votre vérité. Tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui. La croissance et la conscience sont accessibles maintenant. Shift You, c'est un espace pour les visionnaires qui relie évolution et nature. Merci de votre écoute. Bonjour Marjorie, bienvenue pour cet épisode toutes les deux. Je suis ravie de t'accueillir pour cet échange. Bonsoir Armelle, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors, comme ce mois-ci, on aborde le thème de la parentalité, c'était bien sûr l'axe avec lequel je suis venue vers toi, mais on sera possiblement pour cet épisode à la croisée des chemins entre la maternité, la périnatalité et la parentalité, parce que tu es doula, accompagnante aussi pour les parents, et tu travailles avec différents outils, notamment l'hypnose créative dont tu vas nous parler, qui est issue donc d'une méthode créée par Lise Bertoli, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui, du coup, a différents aspects que tu vas pouvoir nous expliquer, parce que je pense que c'est un axe de l'hypnose qui est pas forcément très développé, ou en tout cas, on peut se demander qu'est-ce que c'est justement l'hypnose créative. Euh, mais avant toute chose, c'est vrai que, comme je te disais avant qu'on se retrouve, voilà, une admiration profonde pour les doulas, les femmes qui accompagnent les femmes pour leur naissance, pour leur accouchement, les sages-femmes, les doulas. Et comme je te disais, moi, c'est vrai que je reconnais que je n'aurais pas pu avoir la naissance aussi sereine et aussi belle que celle que j'ai eue si j'avais pas été accompagnée par deux doulas plus une sage-femme qui se sont relayées. Et du coup, pendant l'accouchement, j'ai été accompagnée par une doula et une sage-femme. Mais pendant l'espace de quasiment on va dire 6 mois, parce que j'ai dû les rencontrer à 3 mois de grossesse. Elles nous ont accompagnés au niveau du couple, au niveau de la préparation à la naissance, de la préparation à la naissance à la maison, et elles étaient là à tout moment et sur place, bien sûr, le jour J. Et c'était merveilleux. Donc c'est vrai que c'est une profession que je trouve magnifique. Et Mm. j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui accompagnent les femmes dans la naissance. Ouais. Bah, c'est vrai que, comme je te disais, je trouve que c'est une chance, hein, enfin, une chance qu'on s'est créée, hein, mais de faire ce genre de métier. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ton témoignage, c'est que tu parles de la présence des doulas le jour de ton accouchement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que on a quand même pas mal cette image que la doula, c'est l'accouchement. Et c'est vrai, c'est central. Enfin, c'est pas la question. Mais c'est vrai que moi, en tant que doula, c'est assez rare que je sois présente à la naissance pour un tas de raisons qui sont plutôt en lien avec le fait que toutes les naissances hospitalières, en tant que doula, on a du mal à pouvoir accéder, Mm. en France en tout cas. Et du coup, ce que j'observe, c'est que finalement, il y a toute si on arrive aussi à apporter toute cette présence en amont pendant la grossesse, les femmes peuvent arriver, voilà, bien, comment dire, Bien outillées, préparé. confiantes, etc. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve qu'on aurait toute notre place, surtout en milieu hospitalier, où il n'y a pas justement la sage-femme comme toi, tu as pu avoir pour ton accouchement à la maison et où c'est là où c'est le plus difficile en France, en tout cas, d'accéder, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que du coup, tu rappelles le fait que on peut aussi, bien sûr, je parle d'accouchement à la maison parce que ça a été mon cas et que c'est un vecteur que j'aime développer, en tout cas dans les consciences pour les femmes, pour les couples, parce que même si je ne suis pas doula, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve que ça participe à la conscience collective, tu vois, de favoriser l'accouchement naturel et ou à la maison. Après, tout le monde et toutes les femmes n'ont pas forcément fait ce choix-là ou font ce choix-là, et c'est tout à fait normal. On n'a pas forcément les mêmes envies en tant que femme.
Mais c'est vrai que on peut aussi, comme tu le rappelles, en tant que doula, accompagner pour des naissances à l'hôpital, être là le jour J ou non, et faire tout ce process de la même manière que certaines femmes en naissance à la maison, en programmation de naissance à la maison, se sont faites accompagner pendant tout le process, en fait. Oui, tout à fait. On part vraiment des besoins de la femme, de la famille, de là où elle en est, quoi. Ouais, ouais. Et toi, donc, tu fais ce métier depuis 7 ans. Euh, comment tu en es arrivée là? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir accompagnante pour les femmes? Alors, je pense que comme pas mal de métiers du care, hein, finalement, on en vient. Enfin, moi, en tout cas, j'y suis venue parce que j'ai manqué de quelque chose. Ma première fille, elle a 9 ans. J'étais quand même assez jeune. J'étais la première de mes amies à être mère, etc. Et clairement, je me suis sentie très seule. Certes, j'avais accès à des informations, bon, moins que maintenant, hein, quand même. C'était quand même pas encore comme aujourd'hui. Mais vraiment un sentiment de solitude. Et je me souviens que j'ai fait des cours de massage bébé avec une instructrice de l'AFMB. Et ça a été la première personne qui m'a renvoyé quelque chose de l'ordre de mais ce que tu fais avec ton enfant, c'est bien, regarde-la, regarde comment elle te regarde, regarde comment elle est attachée à toi, etc. C'est la première fois qu'on me renvoyait quelque chose de cet Hmm. ordre-là et pas elle est tout le temps dans les bras et ceci et cela, et qu'on me renvoyait mes propres compétences en fait. Hmm. Et donc après, j'ai découvert que ça s'appelait, c'était une compétence à part entière de justement de pouvoir mettre en valeur les compétences des parents avant de leur proposer d'autres solutions, d'autres pistes, déjà de revenir à ce qu'ils font déjà bien. Et ça m'a vraiment marqué. Et puis quelques mois plus tard, je pense, j'ai dû apprendre l'existence des doulas. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça que j'aurais aimé avoir à mes côtés, c'est cette personne que j'aurais aimé avoir à mes côtés. Et puis ensuite, je me suis dit, mais peut-être que c'est ça que je peux faire, dans le sens où moi, j'exerçais un métier qui avait rien à voir, hein. J'étais consultante dans un cabinet de conseil, en Ouais. sachant que c'était pas voilà, mon chemin, mais je ne l'avais pas encore trouvé. Donc Ouais, voilà. c'est magique. Du coup, tu as découvert en fait au travers de ta propre expérience que tu avais une compétence spécifique pour accompagner des parents, des futurs parents dans un process de naissance, d'accueil d'un enfant et que ce soutien, tu pouvais le développer plus largement et en faire un métier en fait. Oui, c'est ça. Et aussi à cette époque, j'avais un blog que j'écrivais vraiment pour moi. C'est-à-dire parce que la maternité était tellement une expérience transformatrice. C'est d'ailleurs le nom de ton podcast, de Shift. Ouais. Pour moi, voilà, c'était The Shift complet entre ma manière de penser, d'être une autre personne, en fait, hein, clairement. Ouais. Et donc, j'écrivais sur ce blog et j'écrivais vraiment au départ pour moi. Et j'ai eu beaucoup de retours de femmes que ça aidait. Et là, les choses ont aussi commencé à s'articuler en moi en fait, peut-être que si j'ai envie de faire quelque chose en lien avec la périnatalité, c'est pas forcément auprès des bébés, des enfants. Mm. En premier lieu, c'était auprès des familles. Des Euh, familles. Ouais. voilà, voilà. Ok. Aujourd'hui, si on veut devenir doula, c'est un process qui te semble accessible? Soit ça t'a semblé accessible ou c'est quand même quelque chose d'un petit peu complexe à mettre en place? Alors, moi, j'ai fait 1 an de formation à l'Institut de formation Doula de France. C'est un cursus qui est pensé pour être compatible avec une reconversion, hein, puisque de toute façon, je n'ai pas de stats, hein, mais je pense que toutes les doulas sont issues d'une reconversion professionnelle. Ouais, ouais. Donc, en soi, en termes de modalité, voilà, c'est fait pour. J'ai pu le faire en étant enceinte et en ayant ma petite sur ses 3 premiers mois de vie. Le coût, après, ça, c'est voilà, c'est quand même plusieurs milliers d'euros, donc c'est propre à chacune. Après, je pense que là où c'est une question plus complexe, c'est que c'est un grand changement de vie. C'est comment dire, c'est aussi, comment dire, à la fois, on est porté par des expériences personnelles à aller vers ce métier, souvent. Et c'est ce que j'ai apprécié dans cette formation, c'est que le but, c'est d'en sortir. On va pas aller accompagner les femmes, les couples, les familles avec notre prisme pas digéré, avec nos émotions Ouais. qui n'ont pas été bien intégrées, bien écoutées. Et il y a une grande, grande part, en fait, dans cette formation
En tout cas, je parle de celles que je connais, mais je pense que toutes les bonnes formations de doula doivent intégrer cette partie-là de travail sur son expérience personnelle, Mm. d'écoute. Je vais d'abord recevoir l'écoute que je me propose de donner, parce que sinon, il y a vraiment le risque de projeter et de pas être juste Ouais. dans son Ouais, tout à accompagnement. fait. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça serait une forme de dissonance en fait entre ce que tu apportes et ce que toi tu ne vis pas profondément ou ce qui a été mal vécu et ouais. Donc ça demande finalement un gros travail sur soi et mais finalement c'est lié. Il y a vraiment cette part de on devient doula parce que bah en fait on se fait du bien aussi à nous et on peut transmettre aussi voilà cet espace de bienveillance au travers de sa propre expérience personnelle d'abord et c'est comme je vois ça comme une guérison générale et puis un tu vois un cercle vertueux en fait pour toutes les femmes de Ouais. manière générale. Je suis d'accord. En fait, pour moi, la formation, elle doit être cet espace de guérison pour que justement, après, quand on est dans sa posture pro, on n'est pas en train de se guérir en voulant ni sauver, ni Ouais, bien projeter, sûr. ni quoi que ce soit. Voilà. Et c'est pour Après, ça que pour moi, c'est quand même, il y a de plus en plus de formations de doula. Et c'est quand même important pour moi, tout ne se vaut pas. J'ai pas, voilà, de panel ou de nom, voilà. Mais pour moi, le fait de quand même avoir du temps, vraiment du temps, un parcours quand même assez long qui permet ce travail personnel, ça me paraît quand même vraiment essentiel pour que la ouais. posture soit juste. Oui, oui, complètement. En tout cas, d'avoir cheminé en conscience, et puis c'est la façon dont je le vois, sans forcément parler de guérison, parce qu'on n'est pas Mm. forcément, on n'a pas forcément besoin de guérir quoi que ce soit. Parfois, quand on a vécu une très belle expérience, ou alors ça s'est purifié et on a pu transcender d'une certaine manière, voilà, pendant, après, et je pense que rien n'arrive par hasard, notre expérience nous enseigne toujours quelque chose. Donc, on peut sortir aussi de l'idée qu'il faut tout guérir, mais c'est vrai qu'il y a parfois besoin de remettre de la conscience sur quelque chose qui s'est mal passé. Et je pense peut-être aux femmes qui ont prévu des accouchements d'une certaine manière qui n'ont pas pu le faire, ou un imprévu de dernière minute qui survient, ou finalement un accouchement très long qui a été difficile sur le plan mental, physique. J'imagine qu'il y a tout un tas de figures que tu connais très bien, voilà, qui peuvent venir soulever un moment plus complexe chez la femme, chez l'enfant, chez le père aussi. Mm. Euh, Tout à fait. ouais, Ouais, et puis on dit, enfin parfois on pense que la doula c'est un peu l'experte de la périnatalité. Euh, Moi, enfin je suis pas la seule du tout à le dire d'ailleurs. Je ressens que notre expertise c'est l'écoute. ouais. Et il y a beaucoup de moments en fait où c'est savoir se taire et pas forcément donner voilà des conseils, etc. Et c'est vrai que quand Mm. soi-même il y a quelque chose qui est un petit peu heurté, pas forcément digéré, qui est encore à vif et qui est ravivé dans l'accompagnement, bah ça devient plus dur de garder Ouais, vraiment cette écoute bienveillante, accueillante. Et puis ouais. de toute façon, c'est ça qui est très riche aussi, c'est qu'on accompagne des femmes, des familles très différentes qui font des choix potentiellement aussi très différents des nôtres. Et que il y a à la fois cette écoute de l'autre et en même temps rester centré sur tiens moi ça vient me chercher, ça vient me titiller, etc. Et en même temps que je t'écoute, je sais qu'il faudra peut-être que je prenne un petit peu soin de ce que ça a créé chez moi, quoi. Ouais. Et je trouve que tu vois, pour avoir pu observer aussi les femmes qui m'accompagnaient, il y avait quelque chose d'extrêmement bienveillant et authentique, et en même temps une espèce de facilité d'effacement lorsqu'elle, tu vois, Mm. lorsqu'elle devait. Parce qu'il Ouais. y a quand même cet aspect, surtout pendant l'accouchement, mais quand même, même si tu fais le suivi avec les parents en amont, euh, tu rentres dans l'intimité d'une famille ou d'une future famille, d'un couple, même de la sexualité d'un couple. Tu rentres dans toutes les sphères de la vie d'un couple, et des peurs éventuelles, des éventuels voilà doutes qui peuvent survenir. Il y a vraiment tout ça. Et tu vois, moi, ce qui m'avait frappé, c'est ce positionnement du cadre. Elles étaient là, tu vois, que ce soit avant et pendant l'accouchement, et en même temps, parfois elles disparaissaient
tu vois. Et on se retrouvait de nouveau dans notre cocon, tous les deux, voilà, avec mon mari, parce qu'on avait choisi ce mode d'accouchement intimiste à la maison, voilà, en petit comité. Et, euh, et en fait, c'était dingue parce que il y a quelque chose vraiment, c'est pour ça qu'on les a appelés nos fées, tu vois. Il y avait vraiment, elles venaient, elles se posaient, elles, elles s'envolaient de nouveau ailleurs, et il y avait vraiment cette sensation que elles étaient là toujours au bon moment, mais ni trop peu, ni trop. Euh, et je trouve qu'il y a vraiment une humilité en fait dans cette profession que j'ai rarement trouvée dans d'autres professions et que je trouve assez merveilleuse parce que ça demande, comme tu le dis, de pas se mettre en avant, de pas, voilà, c'est pas toi qui es au cœur de ça. Et elle nous répétait souvent, voilà, elle me parlait souvent à moi en disant, c'est toi la priorité, c'est toi la reine, c'est toi, voilà. Là, c'est l'expérience, toi, l'enfant qui arrive, etc. Et c'était fou, tu vois, ce cadre d'humilité qu'elles arrivaient à installer de manière extrêmement naturelle. Ouais, et merci d'en parler. C'est vrai que c'est super. Bah pour moi, c'est aussi au centre hein, d'une posture la plus juste possible. C'est de savoir effectivement s'effacer, savoir que effectivement c'est pas nous qui faisons. Et ça, c'est vrai que c'est au cœur de la posture. C'est encore une fois permettre aux familles, aux femmes de sentir leurs compétences, d'être actrices, etc. Voilà, nous on va faire juste une sorte de médiation qui est précieuse, mais voilà, c'est vrai que la douleur elle n'est pas au cœur et peut-être parfois ça c'est un peu en rupture avec ce qu'on peut ressentir plutôt dans le médical où bah, il y a pas il y a beaucoup plus d'interventions. Ouais, Euh, et voilà. Et pour moi, ça va avec le fait de considérer la naissance comme un moment, un temps intime, sacré. Et donc, quelque part, moi, il y a en fait, tu dis, euh, elles le font naturellement, etc. Et en fait, moi, de mon regard de doula, il y a des moments, c'est tellement beau, intime, que en fait, je me sens, c'est pas gênée d'être là, mais je Mm. sais que ma place, c'est de me retirer, en fait, vraiment Mm. naturellement. Mm. Ouais, c'est super touchant, je trouve, parce Ouais. que il y a vraiment, comme je te dis, c'est vraiment une humilité et un positionnement de conscience que j'ai pu ressentir alors sans vouloir catégoriser les professions, parce qu'il y a toujours, voilà, il y a toujours différentes nuances, heureusement. Mais Oui. c'est une profession où je trouve qu'il y a, voilà, beaucoup de qualité de conscience, beaucoup d'humilité, et, et c'est nécessaire parce que je pense que on parlait de guérison, même si je pense aussi qu'aujourd'hui on va au-delà de la guérison, mais c'est une sphère de la communauté, de la vie sociale, de l'histoire, qui a été tellement touchée. Tu vois, je veux dire, il y a eu tellement de dérives, tellement d'abus, tellement de violences, tellement, et il y en a encore. Et il se passe tellement de choses qui vont en dehors de la volonté de certaines femmes et qui sont faites dans la violence, que je pense que heureusement qu'il y a aussi tout ce pan de la profession qui vient, tu vois, calmer, adoucir, chérir, tu vois, Mm. ce sacré de la naissance. Parce Mm. que aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin d'autres alternatives. Et je pense que ce métier en fait partie, en plus des sages-femmes et des personnes, tu vois, qui accompagnent les femmes depuis aussi d'autres prismes, qui ont aussi une grande conscience, bien sûr, sans vouloir mettre tout le monde dans le même panier. Je pourrais jamais dire que l'hôpital est comme ci, que tous les médecins sont comme ça. C'est faux. Mais en tout cas, il y a quand même, je trouve, quelque chose qui ressort de ces professions qui sont plus accessibles aussi, qui nécessitent pas d'avoir fait 15 ans de médecine, Mm. pour accompagner d'une autre manière, de manière plus spirituelle, de manière plus consciente, tout le processus de la naissance, en fait. Ouais, carrément. Ouais. Ça te parle aussi, Ouais, cette ouais, ouais. idée-là? Ouais, tout à fait. Oui, vraiment. La seule chose que moi je déplore, bah, c'est que du coup, c'est pas facilement accessible pour les parents, malgré tout. J'aimerais que toutes les familles puissent bénéficier en fait de ça. Même quand on voit parfois l'entourage, comment l'entourage peut parfois être soutenant
ou à l'inverse être intrusif et casser ce sacré, casser cette intimité-là. Ouais, je me dis vraiment, il y aurait besoin que ça soit plus, voilà, beaucoup plus généralisé. Ouais. Et, et bon, pour l'instant, bah, c'est pas le modèle, hein, voilà, mais en même temps, Ouais. voilà, il y a du changement à l'œuvre et faut être patiente. Ouais, complètement. Et je pense que tu vois, plus on en parle, plus ça démocratise la chose. Ouais. Euh, Au début, mon mari avait pas forcément, tu vois, cette notion de ce qu'était une doula ou de comment on pouvait se faire accompagner. Et, Mm. euh, et moi, je connaissais ce métier, je savais que je voulais une naissance à la maison, ça s'est installé de plus en plus fort. Et finalement, ça a été une découverte pour nous deux à différents niveaux. Et je pense qu'en fait, il y a aussi toute une éducation qu'on peut faire à ce sujet en parlant de plus en plus, en expliquant ce que c'est, en réinformant et tu vois, en réinformant la cellule familiale de voilà ce qui est possible. Il y a même, tu vois, cet aspect, tu me diras si toi c'est quelque chose que tu ressens, où les pères ou les papas, au final, se sentaient très mis à l'écart pendant toute la durée de gestation ou pendant l'accouchement, c'était comme si, voilà, ma femme fait ce qu'elle a à faire et puis moi j'arrive au dernier moment. Tu vois ça dans les films et les séries, tu sais, où le père arrive toujours en retard. Donc t'imagines le conditionnement social de se dire, voilà, c'est le père qui arrive en courant avec un nounours ou un bouquet de fleurs et puis il a loupé tout l'accouchement de sa femme qui était les pattes écartées sur un lit d'hôpital. C'est vraiment une image qui est véhiculée depuis un certain nombre d'années et qui, tu vois, qui sépare. Complètement. Et alors qu'en fait, on peut rappeler aussi aux pères et aux hommes qui font partie intégrante de ce processus. Mm. Complètement. Complètement. Et c'est vrai que moi, je le vois en accompagnement, ils sont souvent beaucoup plus sur la réserve, hein. C'est souvent une initiative des femmes de me contacter, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'ils s'emparent au fil de l'accompagnement de la proposition et qu'ils en sentent le bénéfice. Et ce que tu disais là par rapport au film, ça me fait penser à ce que tu disais au début, que toutes les femmes ne sont pas faites, bah, par exemple, pour accoucher à la maison, etc. Et je pense aussi qu'il y a une telle non-représentativité de ce Mm. choix, qu'on est vraiment conditionné vers un chemin de naissance, que pour beaucoup, c'est inenvisageable. C'est toute une déconstruction à faire pour Mm. savoir vraiment qu'est-ce qui me conviendrait vraiment comme lieu d'accouchement. Et voilà, c'est pour ça que bah, ce que tu fais là ou ce que d'autres font, c'est quand même important pour changer un peu ces représentations pour que le choix soit un vrai choix et pas quelque chose de conditionné en fait. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est important d'ouvrir la voie et qu'il y ait de plus en plus de femmes aussi qui voilà qui peuvent se projeter dans éventuellement tu parlais de reconversion si c'est quelque chose qui attire les femmes. Tu vois, moi je me dis c'est un métier merveilleux. Je sais absolument pas si j'aurais le tu vois le si je suis appelée à le faire un jour dans ma vie, peut-être, j'en sais rien. La vie est longue, la vie est surprenante. Mais tu vois, c'est vrai que ce serait le genre de métier que je me verrais choisir sans aucun problème parce que je trouve ça merveilleux, tu vois. Après, je pense qu'il y a plein d'autres manières d'accompagner. On peut en Tout à fait. parler, on peut soutenir. Tu vois, c'est aussi ce qui peut être mon cas de temps en temps en coaching quand j'accompagne des femmes enceintes ou qui ont envie d'un enfant et qui me voient, tu vois, sur les réseaux depuis ces derniers mois, partager beaucoup autour de ça et peut-être donner des pistes, des idées de voilà. Mais ce sera fait sous un autre angle. Donc, je Mhm. pense qu'on a tous notre rôle à jouer et puis on a toutes aussi notre rôle à jouer en tant que maman ou en tant que femme très proche de la naissance, pas forcément maman, qui ont voilà, qui ont un attrait pour d'autres façons de voir la vie ou qui aiment de toute façon développer plus de conscience. Je pense qu'on peut être maman ou pas, ça n'a aucune importance, mais je pense qu'en tant que maman, on a cette possibilité aussi de se soutenir les unes les autres au lieu de se comparer et de se faire du mal. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi exister, je trouve. Ouais. Oui, carrément. Bah, c'est C'est vrai quelque que c'est chose pas que tu vois aussi, que tu as un- pu constater. Bah, j'ai l'impression il y a vraiment les deux extrêmes, quoi. Soit les femmes trouvent entre elles ce qui manque de manière systémique, c'est-à-dire ce soutien, cet accueil, etc. Soit au contraire, si elles n'ont pas la chance d'avoir cet entourage-là, c'est plutôt. Alors, je sais pas si
c'est volontaire, mais je pense aussi qu'il y a vraiment encore euh, un peu du tabou. En tout cas, l'idée de toujours minimiser. On n'entre pas facilement finalement dans dans les émotions qu'on traverse en tant que jeune mère. On va s'en tenir à des, bah, il dort comme si, la prise de poids, le bébé, oui, mon accouchement, ça va. Enfin, voilà, on va rester, je trouve, encore dans beaucoup de cercles sur des discours de surface qui laissent Ouais. penser que, ah bah, en fait, je dois être la seule à, à vivre ça et à galérer. Ouais. Et c'est vrai que parfois, moi, j'ai un peu de mal avec ça sur les réseaux, sur certains types de comptes qui, pour moi, ça amène tellement beaucoup de femmes à se sentir mal, à avoir l'impression qu'elles sont les seules à vivre les choses comme elles vivent. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que moi, dès le départ sur les réseaux, c'était donc via mon blog, c'était vraiment, en tout cas, avec mes tripes, quoi. Mais après, je sais que voilà, chacune a, bien sûr, on a le droit de, voilà, de garder son intimité, c'est pas la question, hein. Mais je pense que parfois, cette compétition ou ce rapport un peu douloureux entre femmes par rapport à la maternité, bah, il vient du fait qu'on n'ose pas trop aller dans les profondeurs, quoi. Ouais, ouais. Et puis je pense qu'il y a il y a une telle uniformisation qui peut être valable à tout niveau dans la société, mais il y a aussi l'uniformisation de la naissance, de la maternité, si tu n'es pas dans ce cadre, bah, tu te sens différente, ou Mm. alors il faut être dans une certaine case. Si tu choisis la naissance à la maison, tu as un espèce de package qui vient avec. Si tu choisis la naissance d'une autre manière à l'hôpital, tu as le package qui vient avec. Tu vois, on est vachement Yvan. étiqueté, ouais. Et tu vois, moi, il y a plein de femmes que je regardais qui m'inspiraient sur les réseaux ou dans les livres que j'ai pu lire en me disant c'est génial, moi aussi j'ai envie de faire ça, d'accoucher à la maison ou d'accoucher de cette manière dans l'eau, sans intervention, etc. Mais en fait, je me retrouvais dans rien, dans tout Mm. à la fois et dans rien, parce que il faut réaliser que notre expérience est unique. Mm. Et qu'en Et fait, ouais. tu vois, le fait d'avoir accouché à la maison, au Costa Rica, etc., d'une certaine manière, ça n'a pas fait de moi une femme de la jungle qui maintenant tombe, tu vois, dans tout le package de la hippie qui vit d'une telle manière, qui remet en question tout de la société. Tu vois, il y a des femmes aussi que je peux regarder, voilà, dans leur parcours et je porte pas de jugement. Mais c'est pas pour autant, tu vois, que je me vois exactement comme elle, tu vois. Le fait d'avoir accouché à la maison me rend pas forcément, voilà, attachée à certaines choses qui devraient faire partie d'une certaine, tu vois, d'une certaine vision de l'accouchement à la maison où on est toutes des hippies qui mangeons du quinoa toute la journée. Enfin, voilà, Oui, je c'est très cliché, schématise. mais c'est encore ce qui est beaucoup à l'œuvre, hein. Alors qu'en même temps, on voit bien que, par exemple, le chemin qui mène à l'accouchement à domicile, il peut être fait bah, par exemple, de violences vécues obstétricales, donc qui amènent à en fait un rejet et donc qui amènent là, ou des femmes qui n'ont pas forcément trop conscientisé tout ça, le pouvoir qu'on va pouvoir ressentir en accouchant, mais qui ont vu leur mère dans un village, il n'y avait pas le choix, c'était comme ça, c'est comme ça qu'elles ont accouché, donc il y a quelque chose qui est un peu ancré. Et en fait, ça va donner finalement c'est des femmes très différentes. Donc effectivement, il n'y a pas de package, il n'y a pas de package comme tu dis. Et c'est en ça que avoir parfois un soutien aussi extérieur pour se faire confiance, faire ses propres choix et prendre ce qui nous convient vraiment et laisser le reste, ça peut être précieux, quoi. Ouais, ouais, je pense que d'où l'importance je pense, d'être bien accompagné, de se recentrer aussi sur ce qui compose vraiment nos valeurs, à l'ère de la comparaison, parce que voilà, je pense qu'on est dans une ère où il y a tellement d'informations qu'il y a aussi beaucoup de comparaisons possibles. Mais je pense qu'il faut toujours utiliser ce qu'on vit parce que cette époque moderne nous apporte plein de choses et c'est parfait pour ce que nous vivons. Donc, on a la capacité de transcender tous ces moments de comparaison qu'on pourrait avoir et de retrouver vraiment notre propre conscience, notre propre authenticité, nos propres choix sans se dire je vais rentrer dans une case, préparer un accouchement comme ci et voilà, ma vie de maman sera comme ça. Au final, il y a tellement de possibilités que je pense que oui, il y a ce cadre des doulas, des sages-femmes, peut sûrement aussi apporter une multitude d'exemples
disant, voilà, il n'y Mm. a pas qu'une seule naissance, il n'y a pas qu'une seule façon d'être mère. Carrément, carrément. Mm. Ouais. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis. Et aujourd'hui, si tu, enfin, tu associes forcément ton métier de doula avec l'accompagnement que tu fais des parents ou en hypnose et en hypnose créative dont on va parler, euh, comment tu fais ce lien? Comment tu aimes, toi, accompagner les femmes et les parents de manière générale? Alors, ça peut être une continuité, c'est-à-dire qu'il y a quelques familles que j'ai la chance d'accompagner finalement depuis plusieurs années. Ça a été d'abord sur la naissance d'un bébé, et puis plus tard, on me recontacte pour d'autres événements, donc sur la parentalité, et puis Mm. la séparation du couple. Enfin voilà, donc quand Ok. c'est comme ça, je trouve que c'est super précieux parce que on voit que cette écoute de doula, en fait, on en a besoin dans des moments, dans plein de moments de notre vie, et que d'avoir tissé ce lien, bah, ça fait qu'on pense à moi comme personne dans ces moments-là. Ça se peut aussi que voilà on va me solliciter pour la partie parentalité, alors que j'ai pas été la doula avant. Moi, je prends les choses voilà comme elles se présentent à moi sur ça. Mais c'est sûr que, par exemple, quand une famille vient plutôt sur voilà, avec un enfant qui a quelques années, une problématique, ben on va être amené de toute façon à revenir. Et ça, je pense que c'est un peu ma couleur de doula. Mais il y a une grande partie des questions que je pose qui vont concerner bah, l'histoire de cet enfant et notamment bah, la grossesse, la naissance, les premiers mois, parce que j'ai vraiment cette conviction quoi que rien n'est immuable, c'est pas la question, mais que c'est vraiment une empreinte tellement forte et dont on ne se souvient pas consciemment que il y a pratiquement toujours des choses à aller chercher de ce côté-là. Alors voilà, des fois rien qu'en parler, rien que l'enfant entende son histoire, entendre raconter ce qui s'est passé pour sa maman, pour son papa pendant la grossesse, pendant l'accouchement, ça, voilà, il y a déjà toute une partie du travail des fois qui se fait à ce moment-là, et c'est un peu un pont que je fais. Mm. Un autre pont que je fais en fait entre les deux pratiques, c'est que moi, quand j'ai été formée à l'hypnose créative, j'ai été formée donc par Lise Bartoli, et il y avait beaucoup de thérapeutes, hein, hypnothérapeutes ou psychologues, etc. Euh, Moi, c'est vrai que mon cadre, il est un petit peu différent. Je vais pas poser de diagnostic, je vais pas traiter non plus de pathologie ou de trauma. Hein. Si ça, s'il y a ça, je redirige. Je vais vraiment associer ce cadre de doula où je rentre dans. Déjà, je suis invitée chez vous, alors soit en Mhm. vrai ou soit en visio. Donc, je suis invitée chez vous. Voilà. Donc ça permet de tisser la confiance avec l'enfant assez naturellement. Hein. Souvent, il me fait visiter sa chambre, tout ça, Mm. c'est rigolo. Et puis, bah, toujours ce côté où il va y avoir de l'attention sur la problématique dont on parle, mais il va aussi y avoir de l'écoute accordée aux parents, de l'écoute accordée à l'enfant. Euh, et pour moi, c'est l'alchimie des deux qui fait que ça marche. En tout cas, voilà, que les familles peuvent ressentir aussi un bénéfice. C'est que tout ce que je propose n'est que proposition de toute façon. Et voilà, les parents s'en emparent si c'est juste pour eux et on va partir de où ils en sont, quoi. Ouais. Et l'utilisation de l'hypnose créative, comment ça se fait concrètement? Comment tu la mets en place? Oui, c'est vrai que alors c'est donc une manière de pratiquer l'hypnose avec les enfants. Euh, faut se représenter que les enfants n'ont pas autant de barrières hein, que nous. Mm. Donc, ils vont beaucoup plus naturellement faire de la place à leur intuition, à leur magie, etc. Donc, c'est assez facile, entre guillemets, de les amener vers ça, plus que les adultes. Dans tous les cas, l'idée, c'est quand même d'amener un état de conscience modifié, qui est celui dans lequel on peut faire le travail d'hypnose. Mais là où nous, les adultes, on va avoir besoin de longues relaxation, induction pour déposer le mental. Avec les enfants, ça se fait quand même beaucoup plus facilement. La frontière, en fait, entre les deux, elle est beaucoup plus mince. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que je dis quand même pour rassurer souvent parce que les parents s'imaginent que leur enfant de 4 ans va devoir rester allongé, Mm. sans bouger, en fermant les yeux, alors que voilà, c'est pas comme Ça se ça. passe comme ça, ouais. Non, voilà. Donc,
on va quand même accéder à cet état de conscience modifié qui est, je le mets ici, je sais pas dans quelle mesure t'as déjà parlé d'hypnose sur le podcast, mais on peut des J'en ai fois, parlé, oui, oui, ouais, je pratique, j'en ai pratiqué, mais c'est un regard qui est différent. Donc, je pense qu'à travers tes mots, c'est important aussi de, voilà, d'en parler de cette manière. d'accord. Parce que voilà, moi, ça me semble important de préciser, d'autant plus qu'on parle d'enfants, qu'on est loin de l'hypnose de spectacle. Mm. Quand on parle d'hypnose, c'est vraiment un état de conscience naturel qu'on expérimente tous naturellement plusieurs fois dans la journée. Voilà, quand on est absorbé dans un bon livre ou qu'on conduit et qu'en même temps on est en train de faire autre chose et pourtant on est capable d'être tout à fait réactif sur ce qui se passe. Donc c'est un peu quelque chose comme ça. Donc ça, je trouve que c'est important de le dire parce Ouais. que voilà, on touche quand même aux enfants. Donc dans cet état de conscience modifié, moi, ce que je vais utiliser en hypnose avec les enfants, ça va être soit des visualisations positives qui vont parler à l'inconscient, soit ça va être, on va utiliser des cartes. Mm. J'ai un jeu de cartes spécifique où l'enfant tire un héros, un problème, un allié. Il les tire au hasard et à partir de ça, il doit créer une histoire. Et comme on le fait un petit peu donc dans cet état de conscience modifié, après avoir fait une petite visualisation ou quelque chose comme ça, ça nous permet à la fois, enfin ça me permet à moi d'en savoir un petit peu plus sur sa problématique, parce que c'est son inconscient qui s'exprime en fait. Euh, et ça lui permet à lui en fait, quand il doit créer l'histoire, il doit résoudre le problème du héros. Donc, il va en fait aller chercher des ressources et son inconscient enregistre en Mm. fait ces solutions-là pour pouvoir après les remobiliser. Donc, bah, c'est très ludique quoi. Du coup, c'est vraiment super adapté pour les enfants. Et puis, souvent, je fais en 3 rendez-vous. Enfin, en théorie, il faut 3 rendez-vous parce que le dernier, là, c'est moi qui vais créer une histoire, un conte métaphorique qui parle à l'inconscient de l'enfant. Donc, en utilisant plutôt du langage un peu symbolique, des archétypes de personnages, voilà, toutes ces choses qui ont un petit peu tendance à parler à l'inconscient, qui parlent de la problématique de l'enfant, mais l'enfant, lui, consciemment, potentiellement, il se rend même pas compte, en fait, hein, que je Mm. lui parle de quelque chose qui le concerne. Par contre, ça résonne à fond au niveau de l'inconscient. Et d'ailleurs, c'est super important de pas venir débriefer après. Ça, je le dis aux parents, de pas lui dire, par exemple, t'as vu, toi aussi, hein, tu peux avoir confiance en toi comme le héros dans ce qu'elle t'a raconté. Enfin, tu vois, de pas venir mettre une couche d'analytique au De niveau pas, ouais, conscient. de pas mentaliser ce qui s'est passé Exactement. au niveau subtil. Exactement, c'est ça. C'est vraiment, on fait confiance en fait aux ressources de l'enfant, à ses ressources inconscientes. On les active, on vient un petit peu oui, c'est ça, les activer, les informer. Et après, on fait confiance en fait à ce processus-là pour que dans sa vraie vie, ça se mette, Mm. en place. Voilà. Mais du coup, pour les enfants, il y a quelque chose qui est vraiment bah, ludique, hein, voilà, et aussi, ça parle vraiment à ce côté un peu magique. Bah voilà, tu peux imaginer, ben, je sais pas moi, ta bulle, ta cape, alors elle est comment, etc. Et ce que j'aime bien dans cette manière de faire, c'est que vraiment, moi, comment dire, j'essaye d'impulser le moins possible de choses. C'est-à-dire, je propose par exemple à l'enfant d'imaginer, je sais pas moi, voilà, une cape qui l'aide à se sentir confiant. Enfin, là, je te dis un peu n'importe quoi. Ouais. Mais tout de suite, lui, il va me dire, enfin, je vais l'inviter à vraiment voir la sienne. Et je vais lui dire que moi, je peux pas savoir à quoi ressemble sa cape à lui, qui lui fait se sentir comme ça, fort, confiant, etc. Et là, en fait, on accède un peu à tous les codes des enfants. Je remarque, par exemple, que souvent la cape, par exemple, elle est exactement leur couleur préférée. Il y a tel truc dessus. Ça fait vraiment appel à leur symbole Ouais. personnel. Voilà. Et j'aime bien, là-dedans, ce que j'aime bien, c'est aussi que vraiment l'enfant, il sent qu'il a une vraie place, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas en train je sais pas, de le manipuler vers quelque chose. Vraiment, pareil, ça part de lui, ça le connecte à ses propres ressources. Mm. Et voilà, je trouve que c'est Ouais, assez. c'est hyper intéressant du coup parce que l'hypnose créative, concrètement, avec un enfant, on peut s'en servir pour partir d'une éventuelle problématique ou de quelque chose qui se passe, d'un événement de sa vie qui est, Mhm, voilà, qui est un petit peu difficile à gérer. c'est ça. Et à partir de ça, tu vas créer soit des contes métaphoriques, soit toute une histoire symbolique qui va co-créer avec toi et qui va co-créer aussi avec son imagination pour pouvoir
voilà, sortir ce qu'il y a à sortir dans cette liberté créative qui va lui permettre finalement une forme de catharsis en fait. Ouais, on peut proposer ça comme ça. Généralement, j'ai besoin de 3 rendez-vous Mm. pour installer, c'est-à-dire un premier rendez-vous qui permet à l'enfant de se familiariser avec son inconscient, que l'enfant, on n'appelle pas, pour lui, je l'appelle pas l'inconscient, j'appelle ta partie qui sait tout. Mm. Donc, on va l'inviter à aller dans un monde magique, à s'entraîner à le faire, etc. De toute façon, la première fois, on a aussi beaucoup à échanger avec les parents, donc voilà, c'est ce temps-là. Dans la deuxième partie, là, je veux vraiment lui proposer de lui créer une histoire avec les cartes. Et au troisième rendez-vous, c'est moi qui vais créer un conte métaphorique, mais je vais essayer d'utiliser ces symboles, c'est ce que j'aurais perçu aussi de lui, ce qui résonne Mm. voilà, entre de ce qu'on aura échangé pour créer un conte qui soit vraiment parlant pour son inconscient. Donc, j'essaye d'utiliser Mm. en fait tout l'univers de l'enfant qui Ouais. m'a été communiqué. Et ensuite, par exemple, un enfant fait quelques séances avec toi autour d'un sujet particulier ou plusieurs sujets. Est-ce qu'il y a, est-ce que toi, tu guides, je ne sais pas, les parents après ces rendez-vous pour qu'ils puissent continuer à, je sais pas, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de continuité aux séances qui peut s'installer à la maison directement? Oui, alors déjà, après à chaque rendez-vous, je fais quand même un petit débrief aux parents parce que je le fais à part parce que j'ai pas envie que l'enfant il m'entende analyser son histoire. Enfin Ouais. voilà, c'est précisément par rapport à ce qu'on a dit. Donc si je pense qu'il y a des choses, si l'histoire qu'il a créée par exemple a mis des choses en lumière, je pense par exemple, il y a pas longtemps, ça m'est arrivé 2 fois de mettre en lumière des soucis de alors je sais pas si on peut dire de harcèlement, mais en tout cas de situations difficiles vécues à l'école. On était sur des problématiques qui, à la base, n'avaient rien à voir, sommeil, confiance en soi, et où dans le conte, c'est arrivé que moi, je percevais ça. Donc, j'en ai parlé aux parents, mais évidemment pas devant l'enfant. Donc, il y a déjà une continuité pour moi qui est importante parce que vraiment, et c'est ce que j'aime bien dans cette approche, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est il y a les petits coups de pouce qu'on donne à l'enfant via l'hypnose créative. C'est certain que ça a son effet. Et puis, il y a l'écoute qu'on va donner aux parents et les aider aussi dans quels changements ils peuvent éventuellement mettre en place un peu plus Mm. concrets dans leur parentalité, s'ils le souhaitent. Donc voilà, il y a déjà cette continuité qui se fait au fil des rendez-vous. Après le dernier rendez-vous, j'aime bien aussi, au bout d'un mois, voilà, demander comment ça se passe. Et Mm. après, pour les outils en hypnose, clairement, le monde magique, c'est-à-dire le fait d'accéder à l'inconscient et pour l'enfant d'avoir cette habitude de se dire, j'ai des ressources en moi, je peux aller les chercher, je vais aller demander à ma partie qui sait tout de m'aider dans cette situation, c'est quelque chose qui peut être remobilisé tout le temps. Et donc, voilà, Ouais. l'enfant lui-même, je l'invite à continuer à garder ça Ouais, oui, il y a pour quelque rester chose qui s'est ouvert en fait et il arrive peut-être, ça décuple d'une certaine manière sa capacité imaginative de voilà de aussi pouvoir mettre des symboles sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent. C'est je pense une grande aide pour lui dans sa vie, ça c'est clair. Et puis Ouais, en c'est tant ça. que ouais, et puis en tant que parent, du coup, on peut aussi sans faire de séance d'hypnose créative, mais utiliser voilà le symbolisme pour aider son enfant à poser des choses sur des expériences qu'il a vécues s'il n'arrive pas à exprimer les choses voilà de manière claire et que c'est inconscient et que c'est pas encore allé jusqu'à sa conscience et que il y a quelque chose pourtant qui est là. Ça peut effectivement être un outil pour les parents au quotidien pour ouais, mettre des images sur tout ça. Oui, tout à fait. L'aider D'ailleurs, à mettre des images. ah, excuse-moi. L'aider à mettre des images, ouais, sur ça plutôt. Oui, complètement. Ma formatrice, elle a d'ailleurs fait un livre qui est à destination des parents, qui est en gros les accompagner à eux-mêmes, créer par exemple des contes métaphoriques pour leurs enfants, parce que malgré tout, qui connaît mieux les codes de son enfant et qui, elle parle de résonance, c'est-à-dire c'est quand les inconscients entrent un peu en, Ah oui, oui, en résonance en fait, et que ouais. ça permet, quand le parent lui-même se met un peu dans cet état de conscience modifié, Hmm. euh,
il lui vient des idées, des images qui vont être parfaites pour son enfant. Ouais, Et ça c'est d'ailleurs, super. ouais, bah, c'est ça. Et pour l'anecdote, moi, avant d'être formée, euh, j'étais d'abord formée en hypnonatal, donc en hypnose pour la femme enceinte. Donc j'avais quand même voilà quelques bases par rapport à ça. Et, euh, et naturellement, lors notamment de ma séparation avec le père de mes filles, je me retrouvais le soir pendant l'endormissement, j'étais allongée avec elle, puis je testais des petites, des petites relaxations, j'essayais un peu voilà, de les aider à s'endormir un peu plus vite. Et je créais des histoires qui traitaient de leurs problématiques, en fait, hein, de ce qu'elles étaient en train de vivre. Et en fait, j'étais déjà en train de faire un peu ces contes métaphoriques, Mm. alors qu'à ce moment-là, Ouais. je n'avais pas du tout la théorie, mais juste en partant de ma posture de maman, en résonance un peu avec mes filles, finalement. Donc, oui, en soi, les parents peuvent le faire. Après, bah voilà, il y a aussi des situations où, en tant que parent, on n'est pas toujours les mieux placés parce qu'on est dans le, On on est est, peut-être parfois trop voilà, proche, ouais. voilà, on est au cœur et là, le fait d'avoir une personne tierce va avoir Ouais. cette, Oui, comme une médiation qui est importante, ouais. c'est ça. Et puis, bon, il y a des parents qui se sentent pas forcément à l'aise de créer tout ça. Enfin, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est possible et que en soi, les parents peuvent Ouais. se faire confiance pour le faire. Oui, bien sûr, ouais, c'est une forme d'intuition aussi, de développer son intuition et sa connexion à son enfant encore Tout plus à fait. forte, ouais. Mm. Merci infiniment, Marjorie. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ces sujets qu'on a évoqués aujourd'hui avant de terminer? Bah écoute, non, je pense qu'on a, voilà, en soi, hein, il y a encore beaucoup Il y a beaucoup qu'on à dire. pourrait dire, mais ça me paraît déjà pas mal riche. Est-ce que je peux juste parler du fait que justement, je me suis appuyée sur ces outils-là d'hypnose créative pour créer un petit programme en ligne Bien que je viens sûr. de sortir. J'allais te demander Ah, effectivement comment on peut travailler avec toi. d'accord. De toute façon, je mettrai les liens vers tes réseaux. Mais si tu as un programme en cours ou une actualité, c'est effectivement l'endroit parfait pour en parler. Bah, c'est-à-dire que on est vraiment sur ce pile sur le thème. En fait, tu es venu à Parfait. moi avec cette proposition qu'on parle de ça pile au moment du lancement de ce programme. Génial. Euh, donc, je me suis dit c'était une belle synchronicité. C'est un programme en fait qui est à destination des familles qui accueillent un deuxième ou un troisième enfant, Mm. ou plus hein, d'ailleurs, et qui veulent pouvoir accompagner justement les chamboulements Mm. du côté de l'aîné, donc les régressions, les changements de comportement, le fait peut-être qu'on peut avoir l'impression dans ces moments-là de perdre le lien privilégié avec son aîné, qu'on le reconnaît pas. Puis soit en tant que parent, bah, on est un peu comme tiraillée entre j'ai envie de me mettre dans ma bulle avec ce Mm. bébé ou pendant cette grossesse et en même temps ça me fait mal de me sentir m'éloigner de mon grand. Et donc du coup ce que j'ai pensé c'était quelques ressources pour les parents via des Ouais. audios, mais surtout des outils d'hypnose créative, donc des contes métaphoriques, Super. des hypnoses, voilà. Euh, Soit on peut les mettre à disposition de l'enfant en autonomie, si justement bah, on n'a pas trop le temps, on n'a pas trop de ressources en ce moment, soit s'en servir pour l'écouter ensemble et bah, continuer à tisser ce lien, même quand bah, on est un peu fatigué, on se repose et on écoute ça en Ouais. même temps. Et, Ouais. voilà. Super. Donc c'est un programme ouais, qui est vraiment multi-aspect pour les parents et puis pour l'enfant aîné qui aurait peut-être besoin voilà, de traverser ce nouveau changement, enfin ce changement de vie au niveau de la famille. Oui, voilà, on en parlait aujourd'hui en live avec Catherine Dumontet-Crémer. Je sais, t'as combien d'enfants toi? Une seule fille pour le moment, Ok. de 5 ans. Euh, Ouais. donc, t'as pas encore vécu ce Je suis passage. pas encore dans cette réflexion-là, mais au jour où ça arrivera, si ça arrive. Ouais. Ben, en tout cas, c'est vrai que pour l'aîné, c'est un peu une lutte quand même. Ça peut être très beau, ça peut être une belle opportunité, mais venir partager l'amour, l'attention, surtout le Mm. temps de son parent, Ouais. c'est quand même un peu une Rien que lutte. d'y penser, ça me fait un pincement au cœur oui, Ouais. pour les premiers, quoi. Il y a quelque chose, hein. C'est fou parce que
non pas que ça me paraît impossible d'aimer plus un enfant qu'un autre, mais en tout cas, c'est pas du tout dans ma conception de la vie et de la famille, ni de l'amour d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a forcément quelque chose quand c'est ton premier enfant qui, voilà, c'était une telle découverte, une telle explosion dans sa vie. Mais je pense que chaque naissance est différente, chaque naissance est aussi complètement unique. Donc, chaque enfant est complètement unique. Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment-là, hein, c'est-à-dire que le cœur est tellement rempli d'amour pour cet enfant qu'on se dit, mais il n'y a plus de place, quoi. C'est Et vrai, ouais. Il peut y avoir ça, ouais. Il peut y ouais, avoir ça. C'est vrai que tu vois, j'y ai pensé parce que on ferme pas la porte à avoir un autre enfant, mais c'est vrai que tu te dis, mais comment c'est possible voilà, il y a tellement d'amour là. Comment faire pour plus d'amour? Mais bien sûr qu'on est capable de toujours plus d'amour, heureusement. mais oui, C'est ça l'amour infini, inconditionnel, et c'est ça aussi quand on reconnecte une forme de divin, tu vois. Et moi, ouais, ça a été mon cas quand j'ai eu voilà, cette expérience préconception, puis grossesse, puis naissance. Mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir aussi beaucoup de culpabilité de la part des parents de se dire, est-ce que je vais pouvoir être aussi disponible que je l'ai été? ça Euh, sera forcément différent, ouais. et ouais, Mm. je pense que c'est Et ce qui un est très beau programme, ouais, qui a beaucoup de sens. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis de moi en tant que maman, bah, je me questionne sur cette notion d'amour, est-ce que je vais vraiment réussir à aimer autant un enfant, etc. Bah, finalement, pour l'aîné, c'est tout le même enjeu, mais c'est un peu, mais ils doivent pas, enfin, comment est-ce que maman va pouvoir m'aimer encore autant si Hmm, à nouveau c'est ça. il y a quelqu'un d'autre qui arrive et c'est un énorme enjeu, un énorme chamboulement. Et, Ouais, mais c'est super intéressant. Mm. ouais, super. Merci Voilà. infiniment, Marjorie, pour tous ces partages et pour ce magnifique programme. Je mettrai tous tes liens en lien avec ce podcast et cet épisode. Merci beaucoup, Armel. Merci À encore pour cet bientôt. échange. Merci. À bientôt. Au revoir.